dire deux mots sur l'école de la philanthropie. C'est donc un programme qu'on peut qualifier d'éducation à la philanthropie au sein des classes, mais pas que, aussi sur le temps périscolaire, qui s'adresse à des enfants de CM1 et CM2 et qui s'articule en deux phases. Et c'est vraiment la force de ce projet-là, c'est qu'il y a, on va dire, une phase de sensibilisation plus théorique où on peut mettre en avant un certain nombre de notions dont les enfants ne sont pas forcément familiers. Et ensuite, une phase vraiment d'action en partenariat avec des associations de terrain et au cours de laquelle les enfants vont vraiment pouvoir s'impliquer auprès d'une association autour d'une action concrète. Donc ça, c'était pour le rappel des missions. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'association est régulièrement en lien donc, avec les services du ministère et notamment les académies, donc les services déconcentrés pour des demandes, on va dire, oui, des demandes d'agrément et avec la DGESCO pour une demande d'agrément national. Voilà, pour faire un état des lieux rapidement de nos liens sur ce projet spécifique avec le ministère. Pour ce que je peux dire de notre expérience, et je pense que notre expérience en tant que, qui est notre expérience en tant que fondation, hein, je ne parle pas du tout au nom de l'équipe de l'école de la philanthropie, mais en tant que fondation, nous, jusqu'à présent, on avait beaucoup travaillé avec le ministère de la Culture. C'était un interlocuteur régulier et beaucoup en fait, des projets qu'on a imaginés ont été à un moment ou à un autre accompagnés, voire repris par le ministère. Donc on avait plutôt l'habitude du fonctionnement du ministère de l'Éducation, de la Culture. Pour ce que je peux dire du ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui me semble moi un peu plus compliqué d'accès peut-être, j'ai l'impression, moins lisible. Parce qu'il y a beaucoup d'échelons, beaucoup de dispositifs existants. Il faut trouver le bon interlocuteur qui puisse nous guider un peu dans ce méandre, je dirais. Ça, c'est un peu, en tant que fondation, ce que je perçois de l'extérieur en ayant quand même, en comparaison d'autres expériences qu'on a pu avoir avec d'autres ministères. Après, un autre point peut-être, j'ai l'impression aussi que j'ai l'impression que le ministère n'est peut-être pas non pas, je dirais pas qu'ils ne sont pas habitués à échanger avec des fondations, mais j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de relativement récent et nouveau pour eux de travailler avec des fondations. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. J'espère, peut-être que certains parmi vous me diront que ce n'est pas du tout le cas, et alors tant mieux. Mais voilà, ça c'est ce que je peux vous dire de notre expérience et de la façon dont nous, on perçoit un peu les choses. Oui, merci Honorine. Je sais que nous avons parmi nous Carole, Amélie qui représente l'équipe de l'école de la philanthropie. Donc n'hésitez pas quand vous le sentez, Carole et Amélie, de nous nourrir aussi sur justement les problématiques pratiques que vous pouvez rencontrer peut-être dans la suite de la discussion. Et Anne, pour la Fondation de France, tu connais bien l'histoire de l'école de la philanthropie, mais aussi évidemment beaucoup d'autres aventures. Peut-être que tu peux nous apporter ton éclairage donc spécifique sur quelles difficultés on rencontre dans leur relation avec le ministère de l'Éducation, comment est-ce qu'on peut aider finalement le monde des fondations à échanger de manière productive avec le ministère. Oui, bonjour à tous. Alors nous, notre aventure avec le ministère de l'Éducation nationale, elle a démarré il y a 11 ans sur le constat, sur l'émergence alors je ne vous présente pas la Fondation de France, mais Fondation de France, son slogan l'illustrant, c'est Fondation de toutes les causes. Donc à partir du moment où une cause de société apparaît, une cause un peu forte, la Fondation de France essaye de se mobiliser et en tout cas d'apporter des réponses à cette cause. Et c'était donc le cas il y a 11 ans autour de la question du décrochage scolaire, dont on commençait à parler beaucoup et qui était un phénomène émergent.
Et donc, la Fondation de France a choisi de pouvoir intervenir sur ce phénomène-là, décrochage scolaire. Donc, très, très vite, on a rassemblé tout ce qu'on savait à l'époque sur ce phénomène et les avis convergeaient pour dire que c'était une conséquence, de décrochage, multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une raison pour les enfants à quitter le système scolaire, mais qu'il y en avait plusieurs et que parmi toutes ces raisons, il y avait aussi une responsabilité qui était portée par l'institution scolaire, c'est-à-dire cette institution qui ne parvenait pas à permettre, à contenir tous les enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans, et que certains d'entre eux, ceux qui se trouvaient évidemment en difficulté, décrochaient, quittaient le système scolaire véritablement sur les années collège, c'est-à-dire avant même d'avoir atteint la fin de la scolarité obligatoire. Ce qui est un vrai problème, une vraie question de société. Et nous, c'est ce qui nous a intéressés, c'est-à-dire de se dire, si parmi toutes les causes, il y a aussi une cause institutionnelle, essayons de collaborer avec l'institution et essayons de voir si les moyens que l'on peut apporter peuvent aider l'institution à éviter ce décrochage scolaire. Donc, pour ça, nous avons rencontré donc, les responsables du ministère. Alors, dès le démarrage, c'est-à-dire dès il y a 11 ans, l'accueil a été très favorable sur, effectivement, il y a peut-être matière à faire ensemble. Donc, nous avons conventionné avec le ministère. Et dans cette convention, les engagements qui ont été pris entre le ministère et la Fondation de France, alors déjà c'est un partenariat opérationnel et non pas financier, c'est-à-dire que les finances, c'est nous qui les apportons. En revanche, le ministère, lui, accepte de diffuser un appel à projet, aidons tous les collégiens à réussir, d'assister à toutes nos instances de traitement de cet appel à projet, c'est-à-dire présélection des projets, suivi de l'instruction des projets, sélection et octroi des financements sur les projets, et ensuite évaluation de ces projets et valorisation de certains d'entre eux. Donc, nous collaborons avec des représentants du ministère, c'est-à-dire au niveau national, sur toutes ces étapes de traitement des appels à projets. Donc, un appel à projet qui a donc 2 objectifs: permettre à tous les enfants de réussir leurs années de collège. Donc, réussir les années collège, c'est évidemment ne pas décrocher, c'est de vivre de la meilleure manière qui soit ces 4 années, et de sortir du collège en ayant une orientation choisie. Enfin, pour nous, voilà, on est un peu autour de ça. Mais l'autre objectif qui est tout aussi important pour nous, c'est de faire évoluer les pratiques éducatives et pédagogiques au sein de l'institution. Et pour ça, on essaye de repérer les équipes qui acceptent d'expérimenter, d'innover, de faire bouger les pratiques au sein de l'institution. Donc ça, c'est ce que nous faisons depuis 11 ans. Notre interlocuteur, depuis le début, alors il a changé de nom parce qu'il change au gré des changements d'équipe, mais aujourd'hui, c'est le Bureau d'innovation pédagogique, le BIP. Il a cette appellation-là depuis quelques mois. Et depuis le démarrage, on est en lien avec cette équipe-là, c'est-à-dire vraiment centrée autour de l'expérimentation et de l'innovation. Alors, peut-être les difficultés que nous rencontrons. Alors déjà, avant de parler des difficultés, les points de satisfaction, parce qu'il y en a. C'est-à-dire que c'est une maison effectivement complexe, difficile à cerner, à l'intérieur de laquelle il est difficile de cheminer, mais en même temps, toute équipe gouvernementale confondue, c'est vraiment une maison avec beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence, et ça à tous les niveaux, à tous les échelons. On a toujours eu des interlocuteurs de qualité. Alors parfois, on est plus ou moins en accord avec ce qu'ils portent, mais c'est quand même une maison, je trouve, stimulante. Et c'est pas une belle endormie, c'est quand même une maison où il y a une concentration de volonté de bien faire et de bien faire pour les élèves. Et ça, on le constate depuis 11 ans. En revanche, c'est effectivement une institution avec laquelle il est compliqué de fonctionner. Alors moi, les difficultés que j'identifie qui sont pour nous les plus empêchantes,
La première, c'est la rotation des personnels. C'est-à-dire que l'éducation, c'est quand même une aventure qui s'inscrit dans un temps long. Or, nous sommes bien évidemment contraints par les changements politiques. En 11 ans, nous avons connu 5 ministres différents. Donc, ça vous donne une petite idée de la rotation au plus haut de l'institution. 5 ministres, avec chacun leurs priorités. Donc, les priorités de l'un ne seront pas celles de l'autre. Donc, on revoit nos copies au gré de ces mouvements. Mais c'est aussi rotation en dessous. C'est-à-dire que nos interlocuteurs du bureau de l'innovation, je ne les compte plus. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à avoir deux années de suite les mêmes interlocuteurs. Alors, ils sont chaque fois plein de bonne volonté, charmants, intelligents, investis, mais n'empêche que c'est un peu compliqué parce qu'on recommence tous les ans avec de nouvelles personnes. Rotation au niveau des équipes dans les collèges, c'est-à-dire qu'un principal de collège, alors d'abord, il est invité à ne pas s'installer trop longtemps dans son établissement. On arrive quand même à en avoir pendant, je crois, 7 ans. Les principaux, les plus anciens avec lesquels on collabore, je crois qu'ils sont restés à peu près 7 ans. Mais rotation aussi au niveau des équipes éducatives, c'est-à-dire qu'il y a un turnover au niveau des profs qui est difficile à suivre. Et que quand on s'engage sur des questions aussi qui s'inscrivent dans la durée, comme la question du décrochage scolaire, c'est vraiment un handicap d'avoir affaire à cette rotation. Alors, je parle de rotation, mais plus largement, ça pourrait être la gestion des personnels. C'est-à-dire que, mais ça, quand on est un partenaire extérieur, c'est un peu compliqué d'agir là-dessus. Mais il est vrai qu'on est parfois confronté à des situations totalement aberrantes, c'est-à-dire de principaux qui préparent une relève, c'est-à-dire en formant leur principal adjoint pour que le principal adjoint puisse poursuivre ce qui a été engagé par le principal qui va partir pour un autre établissement ou à la retraite, et l'institution qui, au moment de ce passage, dit non, ça se fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui attend dans la liste d'attente ce poste-là depuis longtemps. Donc, voilà. Donc, des choses comme ça qui sont un peu compliquées. Donc, vraiment problème de gestion de personnel. Problème d'affectation de moyens. Je pense que c'est une institution où il y a des moyens, mais peut-être que les fléchages de ces moyens ne sont pas toujours là où il faudrait. Et en même temps, je pense qu'il y a des moyens. Quand on compare avec les autres systèmes en Europe notamment, on voit bien que l'éducation nationale consacre des moyens importants. Et en même temps, moi, chaque fois que je rentre dans un collège, je suis étonnée par la pauvreté des locaux, des équipements. Alors, je ne parle pas des équipements numériques où là, vraiment, il y aurait un gros travail de rattrapage à faire, mais tout, quoi. Les murs, le matériel, le mobilier, et donc, par conséquent, ce qui pourrait permettre à l'établissement une ouverture, des sorties, faire venir des intervenants, puisqu'on croit beaucoup au fait que l'établissement doit être complètement ancré dans son environnement et faire appel aux ressources de son environnement, mais pour ça, il faut en avoir les moyens. Et puis, la dernière difficulté, c'est peut-être la difficulté qu'a cette institution à reconnaître les expérimentations, c'est-à-dire à permettre la sortie du statut expérimental. C'est-à-dire que nous, on a accompagné depuis 11 ans nombre d'expérimentations qui ont produit des résultats très positifs et une incapacité de l'institution à reconnaître ces institutions et à reconnaître que ces manières de faire pourraient être étendues à la condition de le faire valoir, de l'accompagner. Et là, c'est un blocage depuis 11 ans. C'est-à-dire que l'expérimentation reste expérimentale, mais ne diffuse pas dans les pratiques ordinaires. Voilà. Et puis peut-être pour répondre à Honorine, sur la culture partenariale privée, c'est vrai qu'elle n'est pas encore complètement acquise, mais en même temps, alors moi j'ai 11 ans d'expérience, je trouve qu'elle progresse. Et qu'on est de moins en moins vu comme qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quoi. Aujourd'hui, voilà, l'accueil est quand même un peu plus chaleureux et de manière répandue. Voilà. Merci Anne. Pardon. Peut-être maintenant Anastasia. Alors, je vous recommande de rester très synthétique pour qu'on puisse aller au bout de nos interventions et que les autres puissent également témoigner. Et d'utiliser la boîte de dialogue pour témoigner. Exact.
Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation. Je suis Anastasia Macri-Bretonneau et je travaille pour la Fondation Daniel et Linda Carasso. Je suis responsable de son axe art citoyen. Je vais dire 2 mots sur la fondation, qui est une fondation familiale créée en 2010 sous l'égide de la Fondation de France. Et binationale parce que nous avons un siège à Paris et aussi une délégation à Madrid, en Espagne. Et nous sommes dédiés à 2 axes de mécénat, l'alimentation durable et l'art citoyen. Dans l'axe art citoyen, nous avons un programme très important, c'est peut-être certainement le programme le plus emblématique, ce qui nous mobilise le plus, c'est le programme art et éducation. Donc, la Fondation part vraiment avec la conviction que l'éducation artistique, tout au long de la scolarité des enfants, mais aussi tout au long de la vie, est un besoin fondamental pour se construire et pouvoir créer du lien social. Donc, dans le cadre de ces programmes, nous avons été amenés à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale à 2 reprises, un programme qui est aujourd'hui terminé, un programme qui est en cours. La première collaboration est arrivée assez tôt, en 2012. C'était une proposition, une sollicitation venant de la DGESCO qui s'est retournée vers la Fondation Carasso grâce à un long partenariat qu'ils avaient déjà avec une autre fondation, l'Académie de Villecroze, une fondation également sous l'égide de la Fondation de France et avec laquelle ils développaient depuis des années un programme de formation, un programme de création de contenus pour le cœur créé au sein des écoles et vraiment un dispositif qui avait fait ses preuves, qui était étendu sur l'échelle du pays avec des rencontres des chorales, avec des stages qui se déroulaient à différents endroits pour les professeurs des écoles, avec des commandes des compositeurs, avec la création d'une plateforme Musique Prime où tous ces contenus étaient accessibles par tous les enseignants qui souhaitaient mettre en place une chorale et la conduire. Voilà, c'était un dispositif donc actif. Mais au moment où ils se sont adressés à la Fondation Carasso, c'est comme Anne a pu aussi l'évoquer, le travail avec les ministères est assujetti au changement politique. Donc, à l'époque, ils se sont adressés à la Fondation Carasso. Ces dispositifs venaient de perdre la moitié de son budget annuel. Donc, il était véritablement en danger. Et donc, personne qui conduisait ces programmes ont cherché, je dirais en urgence finalement, des financements privés ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils se sont adressés à la Fondation Carasso. Donc, on est devenu partenaire de ces dispositifs, les chartes départementales du chant choral, et on est resté partenaire jusqu'à l'année dernière. Comme vous avez peut-être entendu parler ou lu dans les journaux, etc., le chant choral est devenu maintenant, en tout cas, une pratique artistique très promue par le ministère de l'Éducation nationale, très soutenue en tout cas par les discours politiques. Et quelque part, voilà, c'était plus notre rôle d'être, comment dire, un soutien par rapport au développement de ce dispositif. Le ministère, en tout cas aujourd'hui, semble avoir repris ses responsabilités par rapport à un travail qui se déroule au sein des écoles et qui est porté par son personnel, les enseignants. Donc, je dirais, c'est un partenariat que moi j'ai trouvé en place quand je suis arrivée à la Fondation en 2014. C'est un partenariat qui s'est déroulé en tout cas sur un plan humain, sur un plan professionnel dans de très bonnes conditions. Nos interlocuteurs nous ont toujours associés à la fois au lancement des appels à projets, au comité de sélection de projets et en général par rapport à tout ce qui s'est passé concernant le déploiement du programme. Donc,
on ne peut garder qu'un très bon souvenir de ces partenariats, mais c'est un partenariat que je peux décrire comme un partenariat à l'ancienne, c'est-à-dire il y avait un besoin qui s'est avéré à un moment donné pour des raisons politiques, économiques, etc. Les services ont cherché un soutien, un appui à l'extérieur dans le monde des fondations. Voilà, donc nous, on était finalement dans un schéma très traditionnel de mécénat que nous avons évidemment au fil du temps, au fil je dirais, la fondation aussi grandit depuis 2010, nous sommes en 2021, donc elle a fait son propre chemin, elle a mis en place ses propres programmes et aujourd'hui, nous avons évidemment pris beaucoup de distance par rapport à ce type de collaboration. Le deuxième programme dont nous sommes partenaires, et cette fois-ci pas avec la DGESCO qui est une direction centrale, mais avec l'Académie de Versailles, c'est un programme que nous avons co-construit. Quelque part, c'est la Fondation qui est allée chercher l'Académie de Versailles pour voir si c'était possible de l'imaginer avec elle. Et c'est un programme d'expérimentation de généralisation des arts à l'école. Donc, on a trouvé les jolis noms de Pégase et il a été lancé en 2018, à la rentrée de 2018, pour une durée de 5 ans. Pégase comporte 5 établissements sur le territoire de l'Académie de Versailles, avec, je dirais, la volonté d'avoir autant que possible une certaine représentativité de diverses situations géographiques, sociales, des établissements, donc milieu rural, quartier politique de la ville ou zone pavillonnaire, très représentative aussi de l'Île-de-France. Et également tous les niveaux de l'enseignement, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, dans ces 5 établissements, on expérimente cet objectif qui reste toujours une utopie, le 100% éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que pendant ces 5 ans, l'ensemble des élèves de ces 5 établissements vont être impliqués, vont participer chaque année à un, voire plusieurs projets d'éducation artistique et culturelle. Donc, ce programme, on le met en place principalement pour comprendre, travaillant sur une toute petite échelle, quels sont les freins, quels sont au contraire les ajustements, les changements qui favoriseraient le développement de l'éducation artistique. Et ceci en engageant dès le départ une équipe d'universitaires, des sociologues qui sont spécialisés en sciences de l'éducation pour suivre le développement du programme dans les temps, en immersion totale au sein des établissements pour justement analyser, observer et restituer ce qui se déroule, ces micro-processus finalement dans le travail quotidien, les décisions importantes, en tout cas tout ce qui finalement régit l'existence et le développement de ce type de projet au sein de l'école. Donc voilà, avec ces programmes, nous sommes, je dirais, un partenaire un peu opérateur finalement. Nous ne sommes plus du tout dans le schéma juste de fondation distributrice. Ça nous décale un peu par rapport à notre fonctionnement habituel. On a mis en place un système de gouvernance pour suivre ces programmes avec l'Académie de Versailles, avec les responsables des établissements, avec l'équipe d'évaluation, avec les équipes des professeurs. Donc, c'est un programme qui nous engage beaucoup. On mobilise l'équipe de la Fondation. Et je dirais pour conclure, parce que c'est un programme en cours, c'est trop tôt ça fait 2 ans et demi que nous avons pris cet engagement. C'est, je dirais, un peu le choc de culture de travail. D'un côté, nous avons une équipe d'une fondation comme la nôtre, une petite équipe avec une relation très directe par rapport à notre gouvernance. Les circuits de prise de décision, il est très court.
Par contre, en face, nous avons une très grande administration avec des niveaux de hiérarchie très bien, très affirmés. Et on voit bien que d'un côté, les choses sont, je dirais, relativement simples et fluides. Et de l'autre côté, voilà, il y a un autre temps de réaction, des enjeux politiques quand même très présents. Voilà, donc on doit s'adapter en tout cas à ces différences d'échelle par rapport à nos organisations et à justement ces cultures de travail, ces pratiques de travail au quotidien qui sont quand même très différentes. Merci Anastasia. Alors, j'interrogerai volontiers Anne-Maï maintenant. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il reste à peu près une vingtaine de minutes, que Anne-Maï, on est attentif à vous écouter, bien sûr. Et je vois qu'il y a aussi 2 remarques dans le chat sur lesquelles on pourrait réagir, en tout cas donner la parole aussi à Sadio Agir. Donc, attention au temps. Anne-Maï, je peux vous laisser intervenir, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais essayer d'aller de manière assez rapide. Alors, du coup, à la Fondation Pierre Bellon, en fait, contrairement aux 3 autres fondations, Fondation de France, Fondation Edmond de Rothschild et la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Pierre Bellon, en fait, elle est entièrement distributive. C'est-à-dire que, alors, effectivement, la Fondation Pierre Bellon, on agit vraiment sur la partie éducation formelle et informelle des jeunes en France et à l'international, donc de 0 à 25 ans et pour des jeunes en situation de vulnérabilité. Mais du coup, c'est vrai que comme nous sommes vraiment entièrement distributifs, nous n'avons aucun lien avec en fait les ministères comme le ministère de l'Éducation nationale. Mais comme nous intervenons en fait généralement à un moment charnière pour nos associations qui travaillent sur le terrain et notamment dans les établissements donc, et avec l'éducation nationale, donc on est assez attentif à savoir comment se passe leur relation avec le ministère. Et en l'occurrence, on leur a demandé en fait certains témoignages et en fait quels étaient les points positifs et les points négatifs avec la collaboration avec l'Éducation nationale. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que pour eux, c'était une très grosse machine et que pour pouvoir en fait développer leur projet, ils devaient avoir plusieurs portes d'entrée à la fois sur le terrain avec les enseignants, les chefs d'établissement, à la fois au niveau départemental et à la fois au niveau national. Et que c'était sur ces 3 portes d'entrée qui allaient en fait faire le succès et la diffusion de leur projet. Donc, à savoir que sur le terrain, du coup, c'était vraiment une démarche active. Au niveau départemental, en fait, ils s'appuyaient vraiment sur les inspecteurs, les écoles, les aspects, et que surtout, ils comptaient sur eux, sur la diffusion auprès de tous les enseignants à travers Eduxol et à travers les réseaux Canopé. Donc, ils nous en ont vraiment parlé. Et au niveau national, donc forcément, c'est la DGESCO. Et en fait, ce qu'ils souhaitent tous, en tout cas pour les associations qui travaillent à l'intérieur des établissements scolaires et sur le temps scolaire, en fait, pour eux, le Graal, c'est d'avoir en fait l'agrément. Et pour certains, c'est assez facile de l'obtenir. Et pour d'autres, en fait, il leur faut plusieurs mois, voire des années. Et que voilà. Et que pour eux, ils voulaient savoir est-ce que c'était possible, du coup, de simplifier cette relation avec le ministère de l'Éducation nationale, justement pour l'obtenir de manière plus facile et pour avoir généralement plus d'impact sur le terrain. Parce qu'ils nous ont dit que les établissements, en tout cas que les établissements scolaires étaient plus enclins à ouvrir leurs portes quand l'agrément national était là. Oui. Donc voilà. Merci pour ce témoignage très intéressant et donc assez différent des témoignages des 3 fondations précédentes. Est-ce que je peux donner la parole à Sadio Agir qui a placé un petit message sur le chat? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Présentez peut-être rapidement la structure dans laquelle vous travaillez. Alors nous, on est une association qui travaille pour réduire les inégalités scolaires et augmenter les chances de réussite scolaire et sociale des élèves et des familles. Donc on est plutôt sur le 93, donc en Seine-Saint-Denis, et on intervient justement pour mettre en lien les élèves, en fait, notamment par rapport au Covid. Donc on a commencé plutôt à créer l'association en début du Covid, en mars, mais on intervient sur le terrain depuis
de nombreuses années, hein, donc à l'intérieur des établissements scolaires. Et moi, je voulais intervenir justement parce que on a le ministère, on a l'académie, l'académie, et puis après, il y a les chefs d'établissement, puis après, il y a les enseignants, et parmi les enseignants, il y a les syndicats des enseignants, et puis après, il y a les fonctions à l'intérieur des établissements scolaires qui sont pris en charge par différents acteurs, de multiples acteurs. Donc, on va avoir l'orientation avec les psy-EN, on va avoir les questions de santé avec les infirmières. Donc, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a travaillé en lien avec les proviseurs, plutôt dans les lycées, et finalement, avec des projets innovants qui faisaient aussi qui ont fait leur preuve. C'est des projets qui laissent la place à… En fait, c'est des espaces de libération de la parole. Ça veut dire qu'on intervient dans les établissements scolaires pour élargir le champ d'inclusion en reconnaissant les savoirs qui ne sont pas forcément reconnus par le système scolaire. Donc, on essaie de renforcer l'accrochage scolaire en valorisant les élèves sur des centres d'intérêt, sur des passions, sur aussi de la prise de parole sur des thématiques qui ne sont pas forcément incluses dans les disciplines scolaires. Et en fait, c'est quelque chose qui a super bien fonctionné. On a travaillé avec 7 établissements scolaires. Et finalement, on s'est rendu compte rapidement qu'on était en face, en fait, comme on parlait d'une grosse machine, mais la grosse machine, elle n'est pas, c'est pas uniquement le ministère aussi, hein. La grosse machine, finalement, c'est un lien entre plusieurs conflits d'intérêts. Donc, on s'est retrouvé à l'intérieur de ces conflits d'intérêts. Pour vous donner un exemple concret, on a posé un projet qui prenait en compte différentes dimensions dans un établissement scolaire. Donc, le projet d'établissement en lien avec les projets classes. Donc, c'était comment faire en sorte que le sentiment d'appartenance des élèves augmente dans un établissement scolaire en participant à un projet classe qui entre dans un projet établissement. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que le projet établissement, il était souvent, dans les établissements dans lesquels on travaillait, il était souvent rejeté par les enseignants parce que le projet d'établissement, finalement, il permettait aux proviseurs d'obtenir on dit des points, en fait, d'obtenir des reconnaissances du ministère. Et donc, il y avait beaucoup d'enseignants qui disaient, nous, on ne fait pas le projet d'établissement parce que ça sert plutôt aux proviseurs. Et de l'autre côté, finalement, on se retrouvait à l'intérieur de tous ces conflits. Et donc, c'est pour ça, ma question, c'était vraiment comment on peut intervenir, parce que lorsqu'on vient avec des projets extérieurs, on se retrouve face à des conservateurs de dispositifs qui ne fonctionnent plus vraiment, qui ne sont plus vraiment en phase avec aussi les besoins des élèves. Et donc, voilà. Et sur les questions des fondations, ce qui se passe aussi, c'est à quoi on fait face, parce que nous, on est aussi à l'intérieur, mais on se fait tout petit. Il faut vraiment qu'on se fasse tout petit. Et on se rend compte qu'il y a aussi un conflit entre les entreprises et les établissements scolaires, donc entre le public et le privé. Et ça, c'est quelque chose, il faut vraiment le noter. C'est aujourd'hui, nous, on se dit comment faire en sorte que le public et le privé se travaillent ensemble dans l'intérêt des élèves et des familles. Et en fait, on se rend compte que lorsque une fondation va venir, une fondation d'entreprise va venir avec les meilleurs projets du monde pour les élèves, le proviseur, il va être 100% d'accord. Il va faire face à un syndicat d'enseignants qui vont être contre l'arrivée de toute entreprise parce que finalement, c'est très idéologique. Donc, ça, c'est des choses vraiment qu'on a observées sur plusieurs établissements scolaires. Et parfois, le proviseur, il peut être super ouvert à nos interventions.
Et puis, beaucoup d'enseignants aussi peuvent l'être. Et puis, on a un petit groupe, un petit noyau d'enseignants qui vont faire tout pour ne pas que ça se passe. Et donc, voilà, ça aussi, c'est un sujet qu'il faudrait aborder, savoir comment aujourd'hui, sans faire patte blanche, parce qu'en fait, il y a toute oui, il y a toute la légitimité, sans faire patte blanche, de venir de dire, voilà, on est peut-être une fondation d'entreprise, on vient parce que tout ce qui concerne l'éducation et ce qui concerne la réussite dans les quartiers populaires, prioritaires et dans les zones rurales, ben, ça nous concerne. Et puis, à un moment donné, moi, je pense que voilà, sur nos observations, on se rend compte qu'il y a une vraie carence sur le terrain. Parce que le terrain, c'est vraiment les enseignants qui souffrent tous les jours. On fait des interventions en classe, on fait des projets à chaque fois qu'il y a des phénomènes de violence. Donc, on travaille aussi dans la lutte dans la prévention des conduites à risque. Donc, il y a pas mal de choses qu'on fait en direct, en réponse directe aux problématiques des établissements. Et on se rend compte, finalement, ces problématiques, elles viennent aussi pas mal de l'organisation interne, en fait, on dit souvent les jeunes, mais Oui, il y a beaucoup de bons points là enfin, vous verrez, je les ai notés au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de bons points dans ce que vous dites. Je pense qu'on s'en inspirera pour essayer de trouver des réponses. Vous posez des questions qui sont très fondamentales, donc on ne trouvera pas des réponses, mais on trouvera sans doute des interlocuteurs pour avancer sur ce sujet. Je crois que Saïd voulait intervenir pour la Fondation Culture et Diversité, n'est-ce pas, Anne, ou Saïd, oui, Saïd, peut-être rapidement, comment s'est noué le partenariat avec le ministère? Alors, je vais essayer de faire effectivement une petite présentation très très rapide de ce que nous faisons avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour placer le contexte, on est effectivement une fondation opératrice. Donc, on existe depuis maintenant 15 ans et on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale depuis 15 ans. Donc, effectivement, on a l'historique du partenariat qui a été noué avec eux. On est à plusieurs niveaux. Donc, je pense que c'est là l'intérêt de ces témoignages, de savoir qu'à la fois, effectivement, à un niveau ministériel, donc via le ministre directement et son cabinet, on a la chance d'avoir une convention cadre qui régit l'ensemble de nos programmes égalité des chances et qui valide la méthodologie qui a été réfléchie et mise en place ensuite par la Fondation Culture et Diversité, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. C'est vraiment une convention tripartite, d'où je pense l'intérêt de cette démarche. Il y a effectivement ce dont vous parliez tout à l'heure, des changements, de ce qui peut évoluer au sein de ce ministère. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, à l'échelle politique, donc de ce qui relève du ministre et du cabinet, les changements peuvent opérer. Et évidemment, les lignes diffèrent en fonction des ministres qui sont nommés. En revanche, d'un point de vue plutôt administration centrale, donc ce qui relève effectivement de la DGESCO, donc de la Direction générale de l'enseignement scolaire et des inspections générales ensuite, on a, nous, observé qu'il y avait une grande pérennité dans la mise en place des projets, qu'effectivement, on avait très peu de changements d'interlocuteurs en réalité. Ça fait bientôt 8 ans que je travaille à la Fondation, il y a quand même des interlocuteurs qui sont là depuis 8 ans, avec lesquels on travaille avec une grande fidélité, une efficacité vraiment très forte, à la fois dans la mise en place de programmes opérationnels, donc ça veut dire qu'ils ont une vision de ce qui se passe sur le terrain dans la mise en place de nos programmes, et puis évidemment dans quelque part le tampon qui est mis par le ministère de l'Éducation nationale et qui nous autorise ensuite à déployer nos actions au sein des établissements scolaires. Les inspections générales, je pense que c'est un levier qui est intéressant lorsque vous travaillez effectivement directement, notamment avec des lycéens, puisque en fonction des options que suivent ces lycéens, en fonction des enseignements qu'ils conduisent, vous pouvez avoir par exemple l'inspecteur général pour l'histoire des arts qui vous soutient dans votre démarche lorsque vous travaillez avec l'école du Louvre, l'inspection générale pour les arts appliqués, l'art et le design lorsque vous travaillez avec les options art plastique. Donc, c'est aussi des portes d'entrée où là, les changements opèrent peu. Brigitte Flamand, qui est pour l'inspection générale à appliquer, est à cette position depuis maintenant quelques années. Donc, c'est qui suit sur le long terme les programmes qu'on met en place. Ensuite, à un point de vue plus opérationnel, effectivement, les établissements référents, j'encourage vivement à la mise en place effectivement de liens avec ces professeurs référents qui
parfois restent plus que les chefs d'établissement et sont vraiment spécialisés sur des enseignements ou sur le suivi de certains sujets avec leurs élèves et qui permettent effectivement d'opérer à la fois de façon très opérationnelle et puis surtout d'avoir un suivi chaque année. Nous, pour vous dire, on leur fait même des retours parfois sur leurs anciens élèves qui aujourd'hui sont diplômés, sont des jeunes professionnels, etc. Et ce sont toujours les mêmes professeurs que nous avons en face. Ce qui aide aussi à coordonner tout cela, c'est évidemment la mise en place de conventions de partenariat avec les lycées. On essaye aussi d'avoir le rectorat en signataire de ces conventions de partenariat, ce qui permet de donner aussi un échelon peut-être un peu plus institutionnel et plus large. Et on a d'autres référents que les professeurs, par exemple les chefs de travaux pour certaines options, notamment de ce qui est dans les lycées plus professionnels ou les lycées technologiques. Il est vrai qu'on a donc la partie politique, à mon avis, l'administration centrale, ensuite les territoires, l'opérationnel. Alors les territoires, effectivement, les IAIPR, donc les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, qui sont également un échelon intéressant. Effectivement, il y a plus de mouvements, mais qui, eux, ont une vraie connaissance des établissements, qui peuvent vraiment vous flécher des actions vers des établissements pertinents. Nous, la chance que nous avons via la DGESCO, c'est effectivement d'accéder au profil des établissements scolaires. Donc, on ne se repose pas, par exemple, sur des critères d'éducation prioritaire, sur des critères de quartier politique de la ville, etc. On demande à la DGESCO de nous sortir des statistiques pour connaître le pourcentage des élèves dont les parents sont dans des CSP considérés comme moins par l'INSEE. Et effectivement, ça nous permet de cibler de façon très spécifique, grâce à la DGESCO, des établissements dans lesquels on opère et non pas de se fier à des critères qui, eux, ne sont pas actualisés chaque année et donc ne reflètent pas forcément la réalité du profil social des élèves dans les lycées. Et pour finir sur cette intervention-là, on a dans notre autre typologie de programme, donc là je vous ai plutôt parlé des programmes égalité des chances qu'on met en place à la Fondation. On a également des programmes de cohésion sociale. On travaille beaucoup avec la mission EAC, donc éducation artistique et culturelle, qui est gérée par Manuel Brosset au ministère de l'Éducation nationale, donc plutôt au niveau cabinet, et qui nous aide beaucoup sur le prix de l'audace artistique et culturelle. Et également, on a eu un travail de long terme, et là je pense que la position des fondations d'entreprise est vraiment pertinente. On est passé par une expérimentation au sujet de l'improvisation théâtrale. Donc, on a développé pendant des années un programme d'improvisation théâtrale qui est présidé par Jamel Debbouze, qui est mis en place avec une tête à trappe via Papy, donc qui est la personne qui a révélé Jamel, qui a mis en place l'improvisation théâtrale, etc., et qui l'a beaucoup développé en France. C'est un programme qu'on a expérimenté, qu'on a développé, qui est aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire national, dans 16 villes, et qui, petit à petit, grâce au travail qui a été fait, peut-être de lobbying, en tout cas d'assurance par l'expérimentation, par l'évaluation auprès du ministère de l'Éducation nationale, a permis aujourd'hui de créer ce qu'on appelle un document pédagogique officiel du ministère de l'Éducation nationale qui est diffusé à l'ensemble des collèges en France et qui justifie, permet, légitime le fait d'avoir des ateliers d'improvisation théâtrale au collège. Vous voyez comment est-ce qu'une fondation d'entreprise a petit à petit expérimenté, évalué, développé, fait rayonner sur l'ensemble d'un territoire un programme qui est aujourd'hui une option accessible à l'ensemble des collégiens en France et qui peuvent donc accéder à un enseignement qui est reconnu comme une pratique artistique et culturelle et qui ne l'était pas du tout il y a quelques années. Je pense que les fondations sont intéressantes lorsqu'elles sont effectivement dans cette expérimentation, dans cet accompagnement et dans ce travail opérationnel au quotidien avec les différents niveaux que je vous présentais tout à l'heure d'action du ministère de l'Éducation nationale. Merci, ça a été très intéressant. Alors, nous arrivons en fait à la fin de cette session et j'imagine que tout le monde n'a pas pu s'exprimer. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui voudraient poser une question de façon très rapide? Non. Alors, écoutez, alors moi, Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses. On va peut-être, et Stéphane aussi, on va mettre fin à la session. On a bien noté vos remarques dans le chat et ce que vous avez pu dire. Jérôme et Stéphane, vous voulez dire un mot? Je commence peut-être. Stéphane, tu concluras si ça te convient. Merci à tous. J'ai noté beaucoup de choses en fait au fil des interventions. Il y a certaines que j'ai mises dans le chat, mais en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels
j'avais envie de réagir et ce sera l'occasion de notre prochaine session. Et je vois qu'il y a beaucoup de niveaux en fait sur lesquels les obstacles, mais aussi les opportunités peuvent se présenter. Et je voudrais vraiment insister sur ce qu'a dit Anne tout à l'heure, qui est que quand on intervient avec le ministère, on croise beaucoup de gens absolument formidables. Et peut-être que c'est plus remarquable que le contraire. C'est-à-dire on s'attend à trouver des gens pas terribles, comme toujours, et puis on a cette image d'une machine énorme, etc. Mais en fait, on trouve surtout beaucoup de gens qui sont très engagés, très bosseurs, assez inspirants, très convaincus de leur mission. Et en fait, peut-être que la difficulté, c'est de mettre la main sur eux, et puis ensuite, une fois qu'on les a, de les garder le plus souvent, le plus longtemps possible, ou en tout cas de garder une qualité de relation avec ceux qui vont les remplacer. Ça, c'est vrai pour le ministère. Et puis ensuite, il y a le sujet de l'action sur le terrain, où là aussi, il faut qu'on aille chercher des réponses à vos questionnements qui sont extrêmement pertinents. Donc, ce que je vous propose de faire avec Stéphane et avec Anne, c'est un point sur toutes vos interrogations, essayer de peut-être de les écrire pour pouvoir ensuite aller chercher au ministère les interlocuteurs avec lesquels on pourra en discuter en direct et essayer de trouver des chemins de collaboration plus efficaces et plus pertinents. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Stéphane, à toi. Merci Jérôme. Écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je voudrais vous remercier toutes et tous, et notamment pour les témoignages apportés. Qui vraiment illustre une richesse. Et puis, j'ai le sentiment en fait que les freins sont pas tant des freins institutionnels liés effectivement aux diverses alternances politiques et changements d'interlocuteurs, mais davantage des freins culturels. Je pense qu'en effet, maintenant, on a pas mal de matière pour pouvoir réfléchir sur le meilleur interlocuteur probablement pour une prochaine session pour répondre à certaines questions. D'un point de vue un peu plus personnel, c'est vrai qu'à la Fondation Apprenti d'Auteuil, nous avons la chance en tant qu'opérateur et avec 12 000 jeunes dans nos établissements d'être directement en contact avec les élèves et avec le corps enseignant. Je pense qu'effectivement, ce que vous soulignez, la nécessité en fait d'y voir assez clair dans un système qui paraît relativement flou, mais qui en effet regroupe énormément de talents, énormément de compétences. Donc je pense que cette session, et je vous en remercie, nous donne un certain nombre de clés pour en construire une seconde qui permettra à toutes celles et tous ceux désireux soit de répondre à des appels à projets, soit de pouvoir déployer de nouvelles initiatives, de le faire sans trop souffrir. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, merci à tous. Merci Jérôme et Stéphane. Merci à vous qui avez témoigné. Et nous vous donnerons prochainement un nouveau rendez-vous pour le Cercle Éducation. Entre-temps, n'hésitez pas à revenir spontanément vers moi si vous avez des remarques, des questions ou des sujets que vous souhaitez proposer. Merci. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir.